Sauver Venise et la lagune nécessite un déploiement énorme et varié de techniques de connaissances très spécialisées, pointues et créatives, car Venise est un laboratoire de connaissances et de savoir-faire. Le documentaire s'appuie sur des personnes d'une compétence absolue qui illustrent certaines des études dans lesquelles sont impliquées les deux universités vénitiennes, le Conseil national de recherche, le Centre de Marais et deux autres institutions. Mais la réalité, cependant, n'est pas seulement blanche ou noire. Le Mose est un exemple. J'avais conseillé à Laurence à propos de ce projet, ces grandes œuvres, de prendre en considération non seulement les positions du Consorzio Venezia Nuova, le groupe d'entreprise qui a étudié, conçu, construit et même contrôlé les projets en total monopole, sans appel d'offres, mais aussi les voix qui s'y opposent. Ces voix ne sont pas celles de quelques réactionnaires adversaires du changement, mais celles de scientifiques indépendants, de techniciens, de géomorphologues, des sédimentologues, d'économistes, d'experts en transport, des spécialistes de phénomènes de corrosion, etc., qui ont une opinion très critique sur le Mose. Je me rends compte, cependant, qu'en illustrant la critique de l'œuvre pharaonique, les principaux postulats du documentaire, le défi technologique, pourraient être mis en mal. Si les défis les plus importants, le Mose, auraient été perdus d'avance. Mais ces dangers n'existaient pas. À Venise, en Italie, les compétences, les intelligences, la technologie, les inventions ne manquent pas. Ce qui est toujours déficient et raté, c'est la politique. Parce qu'à la base des choix techniques, évidemment, il y a toujours une vision politique. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau. Sous la République de Venise, les magistrats en charge des eaux, et dans le documentaire, par souci de simplicité, et ils sont appelés les puissantes, en effet, ne décidaient en fait rien. Ils avaient des techniciens qui étudiaient, relevaient, dessinaient, proposaient et planifiaient. Mais la responsabilité des questions relatives à l'eau relevait des grands conseils, c'est-à-dire que les grandes décisions stratégiques concernant la protection de la lagune étaient prises au sein des organes décisionnels de l'État, comme maintenant. Alors, aujourd'hui encore, c'est la politique qui décide de Venise et non les scientifiques et les techniciens. Et est-ce une bonne vision politique pour Venise, celle d'aujourd'hui? On le verra. Mais outre les défis technologiques, l'idée derrière du documentaire et l'un de ses mérites est la compréhension de l'union très étroite entre Venise et la lagune. Et ce n'est pas facile de comprendre ça si on ne vit pas à Venise. Alors ici, vous pouvez voir une très belle photo de Venise avec le flamande rose et la cathédrale de Torcello. Venise est lagune, Venezia est laguna, protestent les habitants, comme vous voyez dans tous les palais. Et ce qui a compris ça, que Venise est lagune, c'est Proust. Il inverse dans un jeu de miroir les qualités de deux parties. Il parle d'un caractère urbain des eaux, de la mer, de la lagune, auquel répond la prodigieuse naturalité de la toile de l'architecture des palais vénitiens. Le paradoxe proustien d'une Venise naturelle et d'une lagune monumentale peut nous aider à comprendre que la lagune n'est pas seulement un atout paysager, mais représente la culture et l'histoire vénitienne. Dès le début,
des origines. L'union entre la ville que s'est formée et son environnement a été le fondement culturel, économique et identitaire du duché d'abord, puis de la commune et de la République de Venise. Aujourd'hui, cette union n'existe que dans l'esprit de ceux qui étudient, chercheurs, scientifiques et historiens, et ceux qui l'aiment, la lagune, écologistes ou ceux qui vivent de la lagune, mais pas de ceux qui nous administrent. La lagune est considérée comme un bien qui peut être sacrifié à ce qui est considéré comme le meilleur modèle du développement. Alors, maintenant, on va voir la carte de la lagune, la plus récente, du Magistrato alle Acque, de 2018. Alors, la lagune, avec ses 100 km² de superficie, est la plus grande zone humide de la Méditerranée, fermée à l'est par une bande côtière de 600 km. Il y a 3 embouchures du port, Chioggia, Malamocco et le port du Lido. Et elle s'est formée il y a 6000 ans, lorsque la fonte de glacier à la fin de la dernière période glaciale a fait monter la mer, pénétrer dans la grande plaine du Pléistocène qui atteignait la moitié de la mer Adriatique. Grâce à l'action concomitante des rivières qui s'est déversées dans cette plaine et à l'action de courantes, des barres de sable se sont formées, les lidos, vous les voyez ici, qui fermaient la lagune à la mer, interrompue par l'embouchure des rivières. Toutes les lagunes sont des systèmes en équilibre instable et risquent donc de disparaître. Ils constituent un état de gaz, si on peut dire, de l'environnement, destiné à se transformer en terre si l'action déposante de fleuves l'emporte, ou en eau si la force érosive de la mer l'emporte. La lagune est protégée par la réglementation européenne et déclarée par l'UNESCO avec Venise site culturel d'importance mondiale. La législation de l'État italien protège également la lagune depuis la première loi spéciale pour Venise en 1973 qui stipule la sauvegarde de Venise de sa lagune est déclarée comme une question d'intérêt national prééminente. La République garantit la sauvegarde de l'environnement paysager, historique, archéologique et artistique de la ville de Venise et de sa lagune. Et quand on pense à la lagune, les non-vénitiens pensent à un bassin salé, saumâtre, qui embrasse et entoure complètement la ville. Mais si on a l'occasion de la survoler dans la lagune nord, tout près de l'aéroport, on voit un étendu de terre pas très élevée au-dessus de la mer et des canaux peu profonds qui l'énervent en créant un arabesque d'ombre et de lumière. Ces étendues sont les appareils morphologiques qui font fonctionner la lagune. En effet, elle n'est pas une extension homogène et inarticulée d'eau stagnante, mais un milieu canalisé avec échange de marées. On le définit comme ça, un milieu canalisé avec échange de marées. Alors, la marée, on revient. Ah, il y a une autre belle image de la lagune nord. Alors, la lagune, on revient à notre carte, la marée pénètre dans la lagune par les passes 2 fois par jour et 2 fois par jour, elle sort en mer, atteignant 2 pics maximum et 2 minimum. En effet, la lagune est marquée par un réseau de 1500 km de canaux, vous le voyez ici, les 3 embouchures, et il y a beaucoup de canaux qui mènent l'eau, qui se ramifient en veines de sections toujours plus petites et profondeur toujours plus faible. Sur l'image qui suit, près de l'avion, vous voyez exactement tous les
les choses qui composent la lagune. Alors, vous voyez la différence entre les éléments et même la terminologie avec laquelle ils sont indiqués est particulière et tout à fait vénitienne. On voit en bas, excusez-moi, en bas ici, un canal, un chenal, qui est naturel, qui est navigable pour le bateau lagunaire, dont le bord est indiqué pour des bricoles, les poteaux en bois, qui se ramifie en un plus petit chenal encore navigable qui est ici. Et puis, à partir duquel il y a le guébi, le petit canot sinué non navigable qui pénètre dans cet étendue de terre et crée des chiari, ces petits bassins d'eau clairs et saumâtres, de très faible profondeur. Le chenal principal est bordé des barènes, ce sont les brunes, les terres brunes que vous voyez. Et on l'appelle marée salée, je crois, en français, recouverte de végétation halophile qui devient des velmes non végétées, pas végétées ici, sont vasières inclinées, excusez, encore, des vasières non inclinées, et en se raccordant avec les bassifondi qui sont ici, le fond de la lagune non navigable. Les barènes, il y a encore toujours en lagune nord des autres photos. Alors, les barènes ressemblent à des prairies, mais ce ne sont pas des terres émergées, absolument. Vous le voyez? Les barènes sont attribuées au système eau. Elles sont considérées comme de véritables fonds lagunaires car ils sont submergés à chaque pic de marée, mais aussi une référence à leur fonction hydraulique. Elles ont beaucoup de fonctions en effet. Par exemple, elles contribuent à réguler l'hydrodynamique lagunaire en atténuant et dissipant l'énergie des courantes et du mouvement des vagues, soutiennent la biodiversité de l'écosystème naturel en favorisant la présence de nombreuses espèces de plantes et animaux, permettent la régulation du climat et en séquestrant et en stockant le carbone organique, réduisant ainsi les gaz carboniques dans l'atmosphère. Ces milieux sont extrêmement efficaces pour éliminer l'excès de CO2 dans l'atmosphère, 40 fois plus qu'une forêt tropicale pour la même surface. C'est extraordinaire, ça. Ils capturent aussi les flux de sédiments en suspension dans l'eau. Ont aussi une profonde valeur d'identité culturelle. Vous pouvez voir dans cette photo l'analogie qu'il y a entre Venise, la forme de Venise et la forme d'un canon naturel. Et de là, de tout ça, découle leur beauté intrinsèque qui a toujours été reconnue. Comme écrit en 1540, un membre de la magistrature sous les eaux, dans son rapport signé par les experts et les ingénieurs les plus autorisés. Si les mesures qu'il propose ne sont pas appliquées, il écrit, on peut affirmer que dans quelques années, votre sérénité, ça veut dire le Doge, verrait perdre la lagune, ce qui est perdre la beauté de cette ville. Alors, pour appuyer leurs propositions, ils n'invoquent pas seulement des raisons hydrauliques, mais la perte de la beauté de la ville, qui est la lagune, en leçon que nos administrateurs devraient prendre à court. Pour toutes ces raisons, l'UNESCO soutient que dans... Ici, vous voyez un barène en fleurs. À la fin de l'été, c'est comme ça. Alors, pour
Pour toutes ces raisons, l'UNESCO soutient que dans ce écosystème cohérent, les baleines ont autant besoin des protections que les églises et les palais de la ville. Alors, on voit la cathédrale de Torcello avec le flamand. Il y en a beaucoup. La pêche en lagune, notre photo de la lagune. Ici, encore Torcello. Cependant, cet équilibre millénaire a été rompu. Les baleines sont en train de disparaître. Leur superficie, estimée au XVIIIe siècle par Luigi Dalpaus, un professeur émérite d'hydraulique à l'université de Padoue, à environ 255 km², a été réduite à 170 en 19 et 1. Mais c'est au cours du dernier demi-siècle que le phénomène a pris de l'ampleur. Il ne reste que 40 km². On assiste aussi à une érosion générale de la lagune. Le fond se sont creusés d'une demi-mètre depuis le milieu du siècle passé. Cela, ce sont les fonds de la lagune qui ont devenu complètement tout à fait couverts d'eau. Vous voyez, c'est une autre étude de la bathymétrie. Et ici, c'est une vieille photo de Venise à la fin du XVIIIe siècle, au commencement du XIXe. Et vous voyez qu'ici, il y a le fond de la lagune, on peut le voir, et maintenant, c'est tout couvert d'eau. C'est une érosion généralisée. Mais aussi bien, ils vont disparaître aussi bien le canot. I canali, vous voyez, en un siècle, ils vont disparaître complètement. Et les réseaux de canaux ont une fonction hydrodynamique fondamentale en assurant la propagation de la marée et ils sont complètement disparus. En d'autres termes, la lagune perd les caractéristiques fonctionnelles et morphologiques qui la définissent comme telle et devient une baie marine profonde et inarticulée. Cela, c'est le futur, la situation qu'en 2003, le professeur Dalpaus à l'université de Padoue, malheureusement, prévoyait pour l'année 2500. Mais si l'incidence de facteurs d'érosion était restée la même. Mais comme nous le verrons, en raison de récentes décisions gouvernementales concernant les bateaux de la croisière, ça va augmenter. Quelles sont les causes de cette perte irréparable? Alors, les plus importantes causes est la subsidence, un affaissement continu dû à la consolidation de 20-30 mètres de sédimentation lagunaire au Holocène, très compressible, et aussi un phénomène plus large, tectonique, la subduction, c'est le glissement de la plaque adriatique sur la Tyrrhénienne. Dans la première partie du XXe siècle, il y a eu également un affaissement d'origine anthropique dû à l'extraction d'eau pour les besoins de la zone industrielle de Marghera, qui a induit une perte d'altitude de 9 cm. La deuxième cause est l'eustase, qui est une conséquence du réchauffement climatique. Et selon le CNR de Venise, le changement du niveau relatif de la mer à Venise, c'est-à-dire le changement de niveau dû à la subsidence naturelle et anthropique, plus l'eustase, depuis la fin du XIXe siècle, a été de plus de 37 cm. Et ici, vous voyez la comparaison entre le niveau de la mer de Venise en bleu et le niveau de la mer de Trieste.
À Trieste, il n'y a pas la subsidence. Alors, cela, c'est toute la subsidence entre Venise et Trieste. Et ils sont, le sol à Venise a perdu presque 40 cm, 37 comme il dit. C'est un très grand danger. Alors, vous voyez que les hautes marées, à partir de cette année, du 1923, oui, se sont vérifiées, la majeure partie s'est vérifiée dans ce siècle. Et les acque alte se mesurent à partir du niveau de la mer. Alors, si le niveau est 194 cm, comme dans l'année 1966, la plus haute marée qu'on a eue, en place en marque le point plus bas de la ville, qui est à seulement, on dit seulement, 114 cm d'eau. Une autre cause de l'érosion, c'est le détournement au cours du siècle passé des rivières qui ont été retirées de la lagune pour éviter l'ensemblement. Cela signifie que la lagune n'a plus l'apport sédimentaire pour compenser les graves phénomènes d'érosion, c'est-à-dire pour faire revivre les barènes et les autres structures morphologiques. Maintenant, on va voir une carte de données du commencement du 19e siècle. Et je veux le paragonner avec la carte contemporaine, c'est ça. Parce que la quatrième et plus grave raison de l'érosion est due aux interventions anthropiques réalisées à des fins portuaires. Après la chute de la République en 1797, qui avait toujours préservé la République de Venise l'équilibre entre les dépôts de fleuves et l'érosion de la mer, d'autres besoins de navigation se firent jour. On aspirait à une lagune plus profonde, navigable par des navires de tonnage toujours plus important. Napoléon a commencé à armer les entrées du port avec des brise-lames. On le voit ici, dans le port. Mais c'est au XXe siècle que les interventions les plus dévastatrices ont été réalisées. Les grands canaux artificiels très profonds ont été creusés. Le premier, c'est le canal Vittorio Emanuele III. Vittorio Emanuele III au commencement du siècle, pour relier Venise à la zone portuaire et des productions qui étaient en train de se créer sur le continent et qui s'appellera Porto Marghera. Alors, on va voir, c'est ce canal ici. Alors, cela, c'est le Vittorio Emanuele. Petit, eccolo qua. Et le second, c'est le canal Malamocco-Marghera au canal de pétrole. C'est ici, c'est ici. Qui va du port de Malamocco et à la zone industrielle de Marghera. Et a été fait en 1964, au 64-68, pour permettre l'arrivée des pétroliers aux raffineries de Porto Marghera, par le port du Malamocco et pas pour le port du Lido, parce qu'auparavant, il entrait dans le port du Lido, les pétrolières, et allait ici, à Marghera. Le canal Malamocco-Marghera, qui est appelé aussi canal des pétroles, comme je dis, est long de 16 km environ, large de 200 mètres et profond de 17 mètres dans la première partie. Et il est
une plaie au cœur d'une lagune naturellement peu profonde qui ne peut donc pas le tolérer. D'une partie à l'autre du canal s'est formé une vaste cratère, principalement due au trafic maritime qui s'y déroule. C'est là, le cratère. Ici, il y a le canal de pétrole et ici le cratère, dû au trafic. Nidia, il faut dire peut-être quelque chose sur qu'est-ce que c'est que Porto Marghera, d'une part, et la deuxième chose, le cratère, c'est quoi exactement? C'est une chose très, très foncée. C'est les bas-fondales qui se sont creusés et c'est beaucoup plus fond. Là où c'est rouge Si, dans si, c'est l'image. rouge, si. D'accord. Il y a ce dessin, c'est les taxes d'érosion de la lagune, où est rouge est vraiment une érosion. Porto Marghera, c'est le place industriel de Venise, où il y a les industries, et même le port commercial, et qui est dans la terre ferme. Je dois dire quelque autre chose ou je peux continuer? Non, Alors, continuez. oui. Alors, je vais vous faire voir la dynamique des vagues ici. C'est l'Université de Padoue qui l'a étudié. Alors, quand un bateau passe dans un canal bordé des zones peu profondes, comme le canal de pétrole, les navires en transit provoquent une onde de sillage appelée onde de pression ou onde de Bernoulli, caractérisée par une profonde pression suivie d'un retour rapide de l'eau. L'eau s'en va, il va dans le barène, et puis elle retourne dans le canal, amenant le sédiment dans le canal. Aussi, les ondes d'un grand navire dans le canal de pétrole. Et ici, excusez-moi, ici, il y a des images de l'onde de scission qui révèlent les fondations de l'église médiévale de San Leonardo in Fossamala, située près du bord du canal et découverte précisément à cause de l'érosion induite par le canal des pétroles, et maintenant glissée dans celui-ci. Vous voyez les eaux qui vont dans les canaux, tout, et puis c'est la vague de retour tout aussi violente et rapide. Et ici, vous voyez, ouais, ici, les trois absides, 1, 2, l'autre, vous ne le voyez pas, 1, 2, circulaires inscrites dans le mur arrière droit. Ces photos ont été prises dans les années 1970 et 20 ans après, j'ai malheureusement retrouvé le seul monolithique de l'église à beaucoup de mètres du site d'origine, échoué par la force des vagues. Les fractions les plus grossières de sédiments érodés par ces vagues sont redéposées dans le réseau des chéneaux naturels qui s'atrophient et disparaissent ensuite, et dans le canal des pétroles qui doit périodiquement être dragué, tandis que les fractions les plus fines sont emportées par la mer. La lagune se vide et s'érode. Et ici, vous voyez une photo prise depuis l'espace par notre astronaute Samantha Cristoforetti qui montre clairement l'écoulement de sédiments quantifié à l'environ 500 000 mètres cubes par an. Vous voyez ici les sédiments qui s'en vont brunes ici et ici, s'en vont dans la mer. Ils n'ont pas la force de revenir dans la lagune. Des études montrent que la taille de bateau et leur vitesse sont responsables de la formation de la vague qui se brise dans les bas-fonds, les érodant et remettant les suspensions les sédiments. Mais aucune mesure efficace n'a été prise pour réduire la vitesse du bateau. Les mouvements des vagues qui à Venise on appelle moto ondoso, ça veut dire les mouvements de vagues, justement. Moto ondoso ne se produit pas seulement dans la lagune,
mais aussi dans la ville. Et vous voyez, dans le bassin de Saint-Marc, les taches brunes brunes, sont le sédiment soulevé par le déplacement de grandes quantités d'eau lors du passage de bateaux. Ici, il y a encore. Ici, c'est une photo que je fais du battello, du vaporetto. Alors, c'est très commun de le voir. À Venise, les bateaux et les embarcations à moteur ne provoquent pas seulement l'érosion, mais aussi de nombreux autres dommages. La ville s'effondre. Les montées ondeuses détruisent les rivages et les sapent les fondations des maisons et des bâtiments. Il s'agit d'un véritable fleuve auquel on pourrait remédier par des systèmes efficaces de contrôle de la vitesse et de dissuasion. Il serait bon d'imposer un système GPS à tous les bateaux et surtout aux taxis, mais le maire s'oppose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cela, c'est l'église de Saint-Michele, avec on remédie pas en éliminant les causes, ça veut dire en limitant et en contrôlant la vitesse, mais en entourant les îles avec des pales planches en fer, comme ici, ou en renforçant les berges avec des matériaux étrangers à la construction vénitienne, comme le béton armé ici. Une autre conséquence du trafic, c'est la pollution. L'association environnementale allemande NABU a mesuré le niveau de pollution de l'air par les microparticules PM10. Un environnement propre contient 1000-2000 par centimètre cube. À Venise, ils ont détecté une concentration de fond de 6000-7000, dans un vaporetto 30 000. Et au passage du bateau MSC Musica, c'est là ici, jusqu'à 150 000. Il a dit que Venise est une des villes plus polluées. Et l'autre conséquence que la pollution entraîne, c'est le grave problème de santé dont nous n'avons aucune donnée et la dissolution des monuments de pierre. Vous voyez, en 30 ans, comme c'est réduit. Et ici, la Vierge du pont du Rialto a perdu sa face. La protestation contre le bateau de croisière à Venise et dans la lagune a pris de l'ampleur au fil des ans grâce au comité Non Grandi Navi. Les gouvernements antérieurs à l'actuel ont tergiversé, repoussant le problème qui ne peut être résolu. La présence d'un port gigantesque dans une lagune fragile et dans une ville fragile est inacceptable. Ces gouvernements auraient aussi attendu si nous n'étions pas intervenus, et je le regrette beaucoup. En 2011, notre association a écrit des lettres à l'UNESCO pour demander que les sites Venise et sa lagune soient ajoutés à la liste de sites en danger en raison du manque de protection de la part du gouvernement italien et des administrations locales. L'UNESCO a envoyé 2 missions d'experts qui ont abouti à une décision en juillet passé à confirmer lors de leur réunion annuelle d'inscrire le site sur la liste de danger. Un sérieux revers pour le gouvernement italien et peut-être, comme nous l'espérions, une incitation à protéger enfin le site. En juillet passé, le président de la République, de notre République italienne, s'est rendu à Paris et il a rencontré la directrice générale de l'UNESCO, Madame Azoulay.
Lors de la réunion annuelle du Comité du patrimoine mondial, quelques jours plus tard, la décision d'inscrire le site sur la liste de sites endangerés a disparu. J'ai suivi toute la journée des discussions et c'est là, vous voyez les projets de décision et les phrases qui sont en rouge sont été levées. Alors, dans les projets de décision, on lisait « Le comité du patrimoine mondial décide », vous voyez le point 13, décide d'inscrire Venise et sa lagune Italie sur la liste du patrimoine mondial en péril. Mais l'Éthiopie a décidé de bouleverser tout. Il a présenté un autre projet de décision qui a été approuvé. En août, le gouvernement a publié un décret, désormais transformé en loi, dans lequel ils identifient la solution pour les bateaux de croisière. Alors, on revient de nouveau à notre carte, ici. Et il établit un appel d'offres pour la construction de postes d'amarrage en dehors de la lagune. On ne sait pas où, en dehors. Mais aussi une solution temporaire. Il dit temporaire. À Marghera, c'est ici, dans la zone industrielle, pour un coût de 167 millions d'euros. Les opérateurs du port, pas les ambientalistes, les opérateurs du port ont calculé qu'il faudra 10 ans pour réaliser poste en mer, s'ils le réaliseront. Pendant ce temps, les petits navires continueront à passer par les bassins de Saint-Marc, ici, ils entrent passer du Lido, ils vont dans le canal de San Marco, le canal de la Giudecca et puis la Marittima qui est ici. L'autre navire, sans aucune limitation de tonnage, passeront par le canal des pétroles, c'est lui qui a détruit la lagune, doublant ainsi le trafic. Alors, ils vont entrer dans le port de Malamocco, ils vont tout le long le canal des pétroles et à Marghera, ici. Mais le gouvernement pense aussi à creuser de nouveau le vieux canal Vittorio Emanuele III, c'est là, c'est le premier qui a été fait, qui était ensablé, car, comme je vous ai dit, la lagune ne tolère pas les canaux profonds, afin de ramener de nouveau les navires à Venise, passant alors le long du canal de Petroli, Marghera, et puis canal Vittorio Emanuele à Venise. C'est la route que le gouvernement a décidé. Alors, complètement dedans la lagune. Le canal des pétroles est inadéquat pour supporter non seulement le trafic commercial, mais aussi le trafic de croisières. Il faudra donc l'élargir, les doubler dans certains tronçons et en effectuant de lourds travaux d'excavation, bien que cela soit interdit par la loi. Les sédiments à draguer sont approximativement estimés à 4-5 millions de mètres cubes. Si nous ajoutons l'excavation du Vittorio Emanuele, nous atteindrons 6-7 millions de mètres cubes de sédiments. Pour le Comitato No Grandi Navi, ça correspond à une cube de 200 mètres de côté. Dans une lagune en érosion, on enlève un cube comme ça de sédiments. Et pour éviter l'érosion totale de la lagune centrale, le canal de pétrole sera endigué par des structures rigides. Il est déjà prévu d'ériger de grands récifs de pierre. Il s'agit d'une perturbation sans précédent de la lagune. Face à une situation aussi dramatique, qu'aurait-il fallu faire à la place?
Notre proposition, la proposition d'Italia Nostra, a toujours été de reconvertir la station maritime à l'île du Tronchetto, au cœur de Venise, à un trafic compatible avec la protection de la ville, de la lagune et surtout de la santé des Vénitiens. Et la proposition n'est pas utopique. En 2019, le président de l'autorité portuaire de l'époque a écrit une lettre à ses homologues des ports de la ville historique de la Méditerranée pour que tous imposent au marché de la croisière, il écrit, une classe de navires Europa, des bateaux qui peuvent entrer dans les ports historiques de la Méditerranée. En même temps, nous devons aussi restaurer et rééquilibrer la lagune, ce qui est encore possible maintenant, mais pas s'ils vont faire toutes ces choses, pour stopper son érosion. De nombreux projets ont été étudiés, mais trop d'intérêts sont en jeu. L'avenir de la lagune sera l'avenir d'une baie maritime. Et d'autres, je parle seulement de un, d'autres projets se profilent à l'horizon, pas liés au bateau, mais au tourisme. Et pour exemple, ce qui, pour moi, c'est le plus terrible en absolu, qui dévastera tout, c'est ça. Et évidemment, personne ne les connaît, mais même pas à Venise, au dehors de Venise, on ne parle pas. C'est là. C'est un projet, une liaison rapide soutenue par le maire entre Burano, une île dans la lagune nord, et les continents. Il sera, comme l'a dit l'administration municipale, la deuxième porte d'entrée de Venise. Beaucoup craignent qu'il ne serve qu'à l'invasion touristique de la lagune nord. Les marqueurs rouges que vous voyez représentent la route que les taxis et les bateaux de toutes sortes emprunteront du continent vers Burano et les autres îles. Parmi ces baleines qui sont des habitants primaires, non altérés par l'action de l'homme et donc extrêmement rares sur notre planète et qui disparaîtront comme cela s'est déjà produit dans la lagune centrale. Alors, je veux vous faire voir de nouveau la carte de la lagune. Ici est Burano, si vous le voyez. Ici est le canal, parmi les baleines qui sont encore à naître, et ici, jusqu'à la terre ferme. Ici, Burano, le canal d'Ese, les baleines, jusqu'à la terre ferme. Et ici, c'est l'aéroport, et vous voyez qu'il y a les baleines encore ici, mais ici, ils sont complètement ruinés par l'aéroport, qui va devenir encore plus grand. Alors, vous voyez les baleines ici. Je vais vous faire voir des autres photos qui montrent la beauté des baleines, du Dese. Vous le voyez, la couleur. Il y a le pêcheur ici. Et l'avenir de Venise, c'est celui d'un parc d'attractions pour les touristes. Alors, de cette photo que je trouve assez symbolique, des touristes ne dédaignent pas de monter au bord des Tassis en traversant un bateau plein de cercueils destinés aux Vénitiens qui vont du Paris. En 1951, la ville avait 170 000 habitants. Aujourd'hui, elle en compte officiellement 50 000, mais nous supposons qu'il y en a beaucoup moins, étant donné la présence de résidences seulement nominales pour des raisons fiscales de nombreux propriétaires de résidences secondaires. Chaque année, on perd 1000 habitants. Venise est devenue un grand hôtel. Chaque année, je comptais que 152 nouveaux hôtels ont vu le jour au cours des 30 dernières années. Et la vente de bâtiments publics continue. Alors, vous voyez ici, c'est la Nuova Venezia du 15 décembre. Les autres deux palais
de Grand Palais in Canal Grande ont été vendus. Et chaque jour, deux maisons de Vénitiens deviennent de location touristique. C'est une information de 2018, mais les transformations de Venise continuent même pendant le Covid, en attendant la reprise après l'épidémie. Et alors, avec en vélocité, je vous montre quelques photos des milliers de touristes qui envahissent Venise. À Burano, 600 touristes pour une personne qui vit à Burano. Vous pouvez imaginer comment il vit. Alors, c'est dans le Carnavale, Place Saint-Marc. Et ici, de petites routes, calli, on l'appelle. Ici, on ne peut pas bouger. Dans la seconde photo, vous voyez un pauvre Vénitien qui cherche d'aller probablement à la maison, mais il ne peut pas. Et cela conduit à un manque de respect pour la ville et les habitants. Vous voyez, on ne peut pas bouger. On ne peut pas absolument marcher. Alors, le manque de respect pour la ville et les habitants. Vous voyez, les touristes qui mangent partout. Là, c'est la basilique de Saint-Marc avec toutes ces belles bouteilles. Qui dort partout, même dans le Calli. C'est incroyable, je crois, cette photo. Et c'est la maison de Marco Polo, hein, qui se plonge dans l'eau. Ce monsieur se plonge du pont du Rialto. Probablement, il a bu beaucoup de bière. Et un de ces messieurs, il s'est coupé parce qu'il est mort. Excusez-moi, il est mort parce qu'il est tombé dans un taxi qui passait. Pas lui, mais deux autres. Et se plonge même en place Saint-Marc, même si l'eau est froide et très polluée. Et voici le commentaire du maire de Venise sur les photos des Calli engorgés de touristes pendant le carnaval. Des très belles photos bellissime, che fanno giustizia. Il dit, des très belles photos qui rendent justice au mensonge que l'on raconte sur Venise, qu'elle est très belle et pas du tout mourante. Et aux Vénitiens exaspérés qui ne peuvent même pas sortir de chez eux, il dit, ceux qui vivent dans le quartier de Rialto doivent faire face aux touristes. S'ils n'aiment pas ça, ils peuvent aller vivre à la campagne. Pourquoi on sommes arrivés à cette situation? Outre le fait qu'il y a des intérêts colossaux du port, de l'aéroport, de l'industrie touristique, ma réponse est l'effet que les Vénitiens sont en minorité et ne peuvent pas s'autodéterminer. En 1927, le fascisme a réuni les deux villes de Venise et de Mestre en terre ferme, en une seule municipalité. À l'époque, Venise était une ville très peuplée et Mestre une petite ville. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Mestre compte 179 000 habitants et Venise 50 000 en théorie, mais peut-être 30 000. Alors, qu'est-ce que ça arrive? Excusez. Un conseil municipal de terre ferme. C'est la Nuova Venezia du 30 juin du 2015, et c'est l'élection de notre maire, la première, parce qu'il a été confirmé, et le conseil municipal est complètement ou presque complètement de terre ferme. Le maire, le conseil,
est choisi par les habitants de Mestre et l'administration sert légitimement les intérêts des électeurs, dont la majorité est originaire de la terre ferme. Alors, les maires, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Brugnaro sceglie Mestre, qui c'è il nostro futuro. Il a dit comme ça. Les maires choisissent Mestre. Ici, il y a le futur du commune. Nous avons essayé de rétablir l'autonomie de 2 communes avec un référendum qui, selon le promoteur, a été boycotté. Nous continuons à croire que l'autonomie administrative et une administration dédiée uniquement aux problèmes de Venise et élue par les Vénitiens, ainsi qu'un statut spécial qui permet des allégements fiscaux pour les entreprises et les personnes qui veulent travailler et vivre à Venise peuvent nous sauver de l'anéantissement. Moins de touristes et plus de rats. Les Vénitiens sont arrivés à préférer les grands rats aux touristes. Meno turisti, più pantegane. Selon nous, il s'agit d'un génocide culturel. Une communauté, une civilisation et un environnement vieux de plusieurs milliers d'années sont en train de disparaître. Nous sommes seuls contre tout le monde et nous avons besoin d'aide pour faire comprendre la situation réelle de Venise, de la lagune et des Vénitiens. Merci bien. Merci bien. Merci beaucoup, Lydia, de ton témoignage presque émouvant, parce que c'est vraiment, c'est pas du blabla, c'est des réalités concrètes que tu nous as racontées. Je vois que tu donnes une très grande responsabilité, plus encore peut-être qu'au changement climatique, la responsabilité des institutions nationales d'abord, locales même, et internationales qui visiblement ne prennent pas la mesure de ce que le danger que court Venise et la lagune représente pour tout le monde. C'est vrai que c'est quelque chose qui concerne un peu tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de la création du Porto Marghera dans les années 20, où il y a c'est l'industrie pétrochimique qui est la caractéristique de cette implantation industrielle énorme, donc dans les années 20, comme disait, a commencé, et qui est devenu un pôle industriel et chimique majeur pour l'Europe, parce que c'est un endroit où passent et se produisent des produits comme ça. Le canal que les Vénitiens ont appelé canale dei petroli, du pétrole, c'était fait pour créer creuser en dépit du bon sens, donc ce canal très profond pour permettre aux pétroliers de passer. Ça reste une réalité qui n'est pas d'aujourd'hui, donc, et qui date de 100 ans, très exactement. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que les problèmes commencent il y a un certain temps, commencent avec une industrialisation sans raisonnement véritable sur l'endroit où cela parce que c'est construit en face de Venise, sur la terre ferme. Et du coup, l'histoire est longue de cette dégradation dont les images à la fin semblent un cauchemar. Mais je pense qu'on peut peut-être dire, Lydia, on va voir s'il y a des questions déjà, parce qu'on n'a plus énormément de temps. Donc, il y a des questions, je vois. Donc, on te pose des questions. Bonsoir. Ce témoignage était très intéressant. Enfin, votre exposé était très intéressant et très émouvant, effectivement. J'avais 2 questions. Attends une seconde. Tu entends bien, Lydia? Oui, j'entends. Tu as besoin que je traduise? Je ne sais pas, on va voir. Je vais essayer de parler lentement. Non, je comprends parfaitement. Mais probablement, Giovanna, c'est mieux que toi, tu vas traduire ce que je veux dire. Autrement, on reste tout l'après-midi ici. On va le faire dans ce sens.
Dans tout ce que vous dites, on voit finalement que le court terme prime sur le long terme, puisque c'est la politique qui prime sur l'histoire, la géologie, etc. Que peut-on faire en tant que citoyen français, j'imagine, à part éviter de prendre des cargos croisières énormes? Est-ce que, par exemple, votre association, est-ce qu'on peut l'aider? Et ma deuxième question concerne les maires. Brugnaro est-il le premier à mépriser les Vénitiens? Est-ce qu'il y a une opposition politique contre lui actuellement, ou peut-être qui pourrait se développer dans les prochaines années? Ou est-ce qu'il a vraiment son parti à le monopole? Parce que je ne connais pas du tout l'histoire des maires de Venise, donc je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Est-ce que les maires deviennent de plus en plus capitalistes, entre guillemets, et de plus en plus méprisants pour la population? Merci. Merci. Et le problème, c'est que, comme je dis, que le maire et la municipalité est élu par la majorité des électeurs qui sont à Mestre. Alors, tous les mestrini, les personnes qui vivent à Mestre, ils ne sont absolument intéressés à Venise. Ils ne connaissent pas, c'est une chose affreuse. Le jeune mestrini, ils ont projeté dans la terre ferme, Padoue, etc. Venise n'est pas une chose intéressante, mais c'est très intéressante pour dire, ah, j'habite Venise. Dans ma carte d'identité, il y a écrit, je suis de Venise, Venise. Mais c'est folle, mais c'est comme ça. Et puis, ils ont aussi les sous de la loi spéciale de Venise. Beaucoup de sous. Et c'est la chose terrible, c'est Venise a commencé à se détruire avec la loi spéciale qui a été faite. Et c'était une loi parfaite pour Venise, mais a été interprétée dans une façon qui n'aide pas Venise. Par exemple, les sous, l'argent pour beaucoup des interventions à Venise est allé à Mestre pour refaire, par exemple, la place principale de Mestre. Et comme dire, les sous de tous les Italiens, l'argent de tous les Italiens pour Venise vont à Milano pour refaire la place de Milano. Mais ce n'est pas comme ça, vous savez. Mais le problème, c'est ça. Pour moi, c'est vrai, la division, si on aurait une petite administration seulement pour nous, qui ne va pas s'intéresser des choses de la terre firme, qui ce sont également importants, mais ce sont très, très différents de notre problème. Ça serait très important, vous savez. Mais il n'y a pas une opposition. Ça veut dire beaucoup de Vénitiens ils ont pris dans l'évolution, l'économicité du tourisme. Beaucoup de Vénitiens vivent avec le tourisme et alors ils ne veulent pas que la situation change, première chose. Et tous les autres Vénitiens qui ne vivent pas de tourisme, ne veulent pas le tourisme, ne veulent pas les bateaux, etc. Mais ils sont peu et ils sont tout fractionnés. Ils ne sont pas très intelligents. Ils ont beaucoup de petits partis qui sont des partis pas politiques, mais locaux, et qui sont très, très bravos, mais ils sont petits. Et quand le maître a été réélu après 5 années, cette année, il a dit, il a été voté par tous les habitants de Mestre, mais pas pour les Vénitiens. Pas pour les Vénitiens. Alors, il était très inquiet. Il nous a dit, vous allez, vous, pour vous-même, vous prendre les poubelles dans les routes parce que je ne veux pas faire plus. Je vous jure qu'il a dit comme ça. Je ne sais pas. Il a dit c'est vos problèmes et donc ça ne nous concerne pas, alors que normalement c'est le maire de Venise et Mestre en même temps. Si. Oui. Mais il a dit le futur de la commune semestre. Voilà. Mais il ne vit même pas même dans Mestre et même dans la commune. Alors, il est un millionnaire comme Berlusconi
et il a pu faire une campagne électorale très grande parce qu'il a beaucoup d'argent. Et surtout, les habitants de Mestre le veulent. Mais pourquoi il ne va pas faire le maire de Mestre? Ça serait mieux pour les gens qui vivent à Mestre, ils ont dit qu'il a fait beaucoup de choses pour lui, pour eux. Et ce sera très bien pour nous, qui nous aurons un autre maire de Venise, ou qui aime Venise. Probablement, ce qui, ouais, voilà, il y a 2 questions encore, mais je voulais juste te dire, probablement, l'alternative, c'est pas une alternance à la municipalité, j'y crois pas beaucoup, parce que comme tu dis, la démographie explique que c'est les gens de Mestre qui décident en définitive du destin de Venise. Donc, mais peut-être c'est pour ça qu'il faut faire de Venise une affaire internationale. C'est peut-être une solution. Alors, une petite première question ici. Une deuxième. Oui, je vais poser une question. Je voulais juste, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une anecdote d'une amie de l'UNESCO de Venise qui m'expliquait qu'ils avaient menacé le maire de retirer Venise de la liste du patrimoine de l'humanité si jamais il continuait avec les grands bateaux. Et lui, il avait dit qu'il n'en avait rien à faire parce qu'il voulait faire de Venise la Dubaï de l'Europe. Je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Et moi, ma question, c'était, vous avez évoqué tout à l'heure cette zone humide qu'est la lagune, donc qui capte 4 fois plus de CO2 que les forêts tropicales. Et aujourd'hui, ça monte cette idée pour lutter contre le changement climatique. Et il me semble que Venise est une zone Ramsar. Si. Donc voilà, est-ce que ça ne joue pas dans cette montée des solutions fondées sur la nature? On va, comment dire, on réhabilite les zones humides partout dans le monde. Est-ce que ça, c'est pas un sujet qui est vraiment porté par Venise pour restaurer la lagune, justement? On a tenté de faire de tout. Je vous le dis, on est allé à l'UNESCO et l'UNESCO, Madame Azoulay, elle s'est rencontrée avec le président de la République italienne et puis l'UNESCO, il a décidé de ne pas mettre Venise dans les lieux en danger. Et plus de ça, on a fait des dossiers, on les a présentés à l'UNESCO, mais l'UNESCO, ça fonctionne comme ça. Il y a une partie technique qui décide, qui étudie, qui dit « vous avez raison, on a lu votre rapport, c'est magnifique, vous avez raison, nous décidons de mettre Venise dans la liste ». Et puis il y a les politiques qui décident « ah non, on ne les met pas ». Et le gouvernement italien dit, ah ben, alors maintenant, et le maire dit, on a reconnu, c'est encore pire, parce que l'UNESCO maintenant dit que tout va bien à Venise. Hein? Parce qu'elle n'est pas, il y avait ce projet de les mettre dans la liste du place en danger, mais ce n'est pas vrai, parce que tout ça va bien. Et le maire et le gouvernement dit comme ça, Venise a beaucoup changé et maintenant, vous voyez, avec le projet d'enlever les bateaux de la lagune et de faire des ports dans la mer, tout ira très bien. Mais ils ne pensent pas que tous ces gens qui vont arriver en paquebot, même s'ils vont faire ce port dans la mer, il y a je ne sais pas combien de touristes qui demandent des bateaux et qui vont dans la ville et ils vont prendre les taxis qui vont détruire les lagunes avec les vagues. Alors, on n'a pas besoin de ce tourisme. On a 32 millions de tourisme par an, tous les ans, toutes les années. Nous, on n'a pas besoin de ce tourisme, absolument. On a besoin d'un tourisme qui ne détruit pas la lagune. Et de toute façon, il y a les projets qui sont seulement pour 10 ans,
qui sont dedans la lagune à Porto Marghera, dans les canaux de pétrole, qui va détruire complètement la lagune. C'est une chose terrible parce que c'est aussi un dommage aussi économique, parce que la lagune a une valeur, la civilisation vénitienne a une valeur, si on veut parler d'économique. Ils vont le détruire pour seulement des catégories de personnes qui ne sont pas tellement nombreuses à Venise. Les laborateurs du port ne sont pas toutes vraiment nombreuses. Il y a 3 autres questions. Voilà, ça rejoint un peu les questions précédentes. Je pense que vous faites partie d'une organisation qui défend la sauvegarde de Venise. Alors, quels sont exactement, sur le plan pratique, ce que vous proposez, vous? Et est-ce que ça a des chances d'être entendu? Visiblement, pas trop. Alors, nous, on a envoyé avec notre organisation des propositions, des documents au gouvernement précédent encore, à ces gouvernements, pour changer la situation de la lagune, pour la restaurer et pour ne pas enlever complètement les bateaux de Venise, mais avec des bateaux plus petits pour un autre type d'économique. On l'a envoyé et pas de réponse de tous les gouvernements. On l'a envoyé à l'UNESCO aussi, pas de réponse. Alors, je ne sais pas, je voudrais faire maintenant, on a pensé de faire un livre blanc, on appelle en Italie, je ne sais pas si c'est le même, c'est un dossier avec tout ce que je dis et beaucoup de choses encore, parce qu'il y en a des autres projets dans la lagune complètement fous. Et les envoyer, le faire traduire en français et en anglais, et de faire probablement, on voulait le faire l'autre année, mais puis il y a eu le Covid, à Paris, où il y a l'UNESCO, pour le présenter aux journalistes et pour faire comprendre la réelle situation de Venise. Et maintenant, et aussi, mais probablement, amener avec nous des scientifiques, des techniciens, et qui peuvent dire évidemment que la situation est celle-là. Mais je ne sais pas, c'est la politique qui décide, évidemment. Maintenant, Draghi veut répondre à l'UNESCO. Il veut dire Venise n'est pas un danger parce que nous avons fait toutes ces choses pour Venise, pour la lagune. Alors, c'est le meilleur gouvernement du monde qui peut s'occuper de Venise. Okay. Où en est Moïse à la veille d'être mis en service? Moïse, suivant si on parle, alors que ça doit commencer normalement l'année prochaine. Alors, il a commencé. Il est déjà en utilisation. Si. Oui. Oui, et il est en utilisation depuis 1 an. Mais comme in italiano. Commissario, le commissaire du Mose a dit, le super commissaire du Mose a récemment affirmé que les Mose, et je vais vous la lire, les Mose est un ouvrage très sensible et une utilisation excessive peut entraîner une usure progressive. Alors, vous comprenez, ce sont 6 milliards d'euros et on a peur d'une utilisation excessive. Alors, pour cette raison, le Mose aussi, maintenant, il est mis en activité seulement quand l'auteur de la mer arrive à plus 130 cm par rapport au niveau de la mer, ce n'est pas le niveau de la ville, 130 cm. Ça veut dire que Place San Marco, la basilique,
va sous l'eau, il va se ruiner complètement de nouveau. Et même la vie de la ville n'est pas... Si il dit que c'est une question économique. La question, ce n'est pas seulement de l'usure du Mose, mais aussi bien que s'ils vont fermer, mettre en fonction le Mose à une hauteur mineure, plus 110 cm, le port ne peut pas travailler. Alors, il perd économiquement de sous, de l'argent. Mais aussi bien la ville perd de l'argent. Parce que vous pensez, vous sortez de là et vous trouvez tout l'eau dans les routes, comme vous pouvez vivre. Évidemment, toute la ville ne se bouge pas. Alors, c'est un dommage, c'est une perte économique même de la ville, mais on est encore dans cette vision que Venise n'est pas très importante. L'économie de Venise n'est pas très importante en relation à cela de la terre firme, du port, etc. Alors, le Mose va s'élever seulement à 130. Et la basilique de San Marco... Je voulais parler du Mose, mais on vient d'en parler. Il était question de faire une taxe d'entrée pour les touristes. On est où? Il y a quelques années, on avait parlé d'une taxe d'entrée pour les touristes. Alors, moi, je suis le contraire. Parce que vous mettez l'idée, c'est l'idée que Venise est une ville, une sorte de Disneyland. Ville musée. Mais pire, une espèce de Disneyland, parce que le tourisme, les 32 millions de tourisme qui arrivent à Venise chacun après le Covid, mais c'était affreuse. On ne pouvait pas bouger, et même dans les premiers jours de novembre, avec la Festa dei Morti, Venise, on ne pouvait pas bouger, tellement de touristes il y avait. Alors, si on met cette idée que Venise est une espèce de Disneyland pour les touristes qui arrivent, ne vont pas dans les musées. Les musées n'ont pas de sous. Les touristes qui arrivent vont vivre la ville comme ça, se bouger, mais ne vont pas dans les musées. Alors, c'est vraiment une espèce de Disneyland. Si vous mettez une taxe d'accès, vous humiliez, Giovanna, les Vénitiens. Vous humiliez les Vénitiens. Nous ne voulons pas de sous, nous ne voulons pas des touristes, c'est une autre chose. Nous voulons des habitants. mais non, ce n'est pas la question. Pas trop de touristes, parce que 32 millions de touristes pour 30 000 Vénitiens, vous pouvez reconnaître que c'est un peu trop. Absolument, on le comprend parfaitement. Petite question. On voit que maintenant, des sites, même en Italie, je pensais à Cinque Terre, on voit le Machu Picchu, enfin, on voit beaucoup d'endroits qui mettent des quotas touristiques, justement. Plus que de faire payer l'entrée, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de gens, c'est fini. Donc, est-ce que ça existe, c'est pensé à Venise? Mais vous avez vu ce que le maire a dit. Ce sont des photos que nous voulons voir tous les jours, tous ces gens. Venise est vivante avec tous ces touristes. Il veut les touristes. Alors, il ne le fera jamais. Il a posé des tournelli. On l'appelle tournelli. Comment ça se dit en français? Ce sont des sbarramenti, Giovanna, qui empêchent aux touristes, ils l'ont essayé de le mettre avant le Covid, empêche dans la station de ferroviaire aux touristes d'entrer à Venise, mais pas entrer à Venise, entrer dans les routes plus affolées de Venise. Alors, ces tornelli vont détourner les touristes dans une autre partie de Venise qui n'est pas tout à fait fréquentée de touristes. Alors, les Vénitiens qui vivent là,
ils sont très enragés parce qu'il dit, mais comme nous, on vit ici et on a tous les touristes que vous ne voulez pas dans le centre de la ville. Alors, ce n'est pas ça, les tornelli, la question. On a envoyé ici, on a fait aussi un projet et on l'a donné au sottocommissario, au commissaire du gouvernement il y a 5 années ou plus, cette année, au tourisme. Et elle a dit, oh, c'est un projet très intéressant et nous avons prévu avec une plateforme, avec l'ordinateur, de fixer l'entrée, de prénoter votre entrée à Venise. Comme a dit la madame, comme les Cinque Terre, etc., plus de ce numéro de personnes ne peuvent pas entrer. Mais personne ne l'a fait. Ils ne l'ont pas fait. Mais tu serais d'accord, toi? Oui, une prénotation pour les touristes, si, pas un taxe d'accès. Oui, une prénotation. Une réservation. Une réservation. Alors, tu dis, on a ce numéro de touristes, ça suffit. Et de toute façon, dans toutes ces années, les lits pour les touristes ont beaucoup augmenté. Et maintenant, les lits, ce sont tels que le numéro de Vénitien. Ça serait suffisant. Mais nous, on a insieme ai touristes qui vont dans les hôtels B&B, les touristes, the day tripper, come si dice in français? Qui restent une journée seulement, c'est Si, ça? qui sont beaucoup. Oui, c'est vraiment un type de tourisme extrêmement peu intéressant d'une certaine manière et qui fait des dégâts. Parce que mais l'autre aussi fait des dégâts parce que il n'y a pas de maison, on ne peut pas trouver une maison en Venise. Parce que tous les Vénitiens eux-mêmes vont vendre, si par exemple la grand-mère meurt, qu'est-ce qu'ils font le neveu? Ils vont le vendre et évidemment, ils vont le vendre à des touristes ou à des entrepreneurs qui vont le mettre dans les marchés touristiques parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent qu'un Vénitien. Écoute, il y avait juste une question qui est de tout début, auquel on n'a pas répondu, mais qui est très difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici en France pour accompagner cet effort que vous faites pour un avenir pour Venise d'abord, et puis un avenir au niveau de ce que mérite la ville de Venise. Je veux dire, par exemple, si vous faites une campagne à l'UNESCO, il faut peut-être que vous nous le dites, comme ça on peut mobiliser des associations qu'à Paris sont nombreuses qui s'intéressent aux questions de patrimoine, de sauvegarde, etc. Et l'IREMO sera présent, évidemment. Merci bien, ça serait magnifique. Ça serait vraiment magnifique parce que le problème fondamental est que personne ne connaît. Ce sont des choses tellement compliquées, même sous les Mose. Ce sont des choses tellement compliquées, les problèmes du Mose, mais très spécialisés, que même le Vénitien ne comprend pas. Ne comprend pas ces choses. Alors, il faut savoir, c'est la première chose, parce que les choses qui ne sont pas vraies doivent être connues. C'est important, comme je dis à la fin, que tout le monde, ou le monde qui est intéressé à Venise, savent la situation que nous avons devant nos yeux. C'est ça. Déjà, ça, c'est bien de faire connaître la situation qui est effectivement pas nécessairement bien connue, comme ce qu'on a pu faire aujourd'hui pour comprendre ça. En tout cas, merci infiniment, Lydia. C'était vraiment un témoignage remarquable. Merci bien à vous. Merci à toi, Giovanna, toi, tu m'as très aidé avec mon français qui est à fois. Ton français est parfait, tu es trop modeste. Je te remercie infiniment et je te rappelle. Bene. Merci Au revoir. beaucoup encore.